Notre invité dans la grande interview, c'est Guillaume Demullier. Bonjour. Bonjour. Président du directoire de Roche-Beaubois, société française que l'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Deux enseignes Cuir Center et Roche-Beaubois, 335 millions de chiffre d'affaires en 2021, répartis en très grande majorité pour Roche-Beaubois, 55 pays, 336 magasins, du propre, de la franchise, en bourse depuis 2018. Et alors, des résultats du troisième trimestre qui viennent d'être dévoilés, 103,2 millions d'euros, une progression des ventes d'à peu près 25% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Alors, on a quand même l'impression que vous ne connaissez pas la crise, d'ailleurs, on peut le dire, vous ne l'avez pas vraiment connue. Qu'est-ce qui motive justement là, ces performances sur ce troisième trimestre, Guillaume Demullier ? Écoutez, alors, chose importante, chez nous, il y a un décalage d'environ 4 mois entre la commande et la livraison. Donc, ce chiffre d'affaires-là, livré au troisième trimestre, c'est l'image de nos bonnes performances en termes de commandes sur la fin de l'exercice 2021, sur le début de l'exercice hiver, printemps-hiver. Voilà, c'est ça. Aux États-Unis, on a un petit peu plus de délai. Les États-Unis, c'est 35% de notre chiffre. C'est notre premier marché aujourd'hui. La France est devenue notre deuxième marché. Donc, on a eu une croissance très forte des commandes. Et là, on démontre à la fois cette croissance et notre capacité à livrer. En termes de conjoncture, alors l'année dernière, on a des comparables qui sont aussi extraordinaires, puisque l'année dernière, on a fait plus 35% sur nos magasins en propre, plus 32% au global sur le périmètre. Et là, on continue, cette fois-ci en prise de commande, on continue à générer de la croissance au cumul à fin septembre. Parce que l'année dernière, rattrapage de tout ce qui avait été, toute la période de fermeture. Non, même pas, parce que en 2020, on était égal à 2019. On n'a pas perdu. Alors, le truc, c'est que s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense qu'on aurait été à plus 20 sur 2020. Mais voilà, parce que dans les premiers mois, on était déjà très bien orienté, parce que voilà, on avait travaillé sur un certain nombre de leviers, on y reviendra. Donc, le Covid ne nous a pas fait souffrir. Donc, effectivement, on a eu cette chance d'équilibrer l'année 2020 par rapport à 2019. Donc, la croissance de 2021, c'est une vraie croissance, ce n'est pas du rattrapage. Et là, sur cette croissance donc, extraordinaire, plus de 30%, on fait encore de la croissance cette année. Avec un petit repli de 2,7% sur le volume d'affaires total au niveau du groupe. Ça, c'est un repli que vous aviez anticipé ? Alors oui, on a eu un mois d'août un petit peu plus difficile. Et donc, alors là, c'est l'ensemble du périmètre, y compris les franchisés au niveau mondial. Sur nos magasins, c'est un repli de 1% sur le trimestre. Voilà. Au cumul, on reste en croissance de 10% environ sur les 9 premiers mois. Donc encore une fois, faire 10% sur une croissance de plus de 30% l'année dernière, ça reste très satisfaisant. Il est vrai qu'on a créé un pas, c'est-à-dire qu'on est à plus 30% et on maintient ce pas. C'est-à-dire que notre anticipation, elle était au début de l'année 2022, pour être très clair, elle était plutôt de dire on va perdre 3, 4, 5 points en commande après une année aussi extraordinaire et on va se stabiliser à peut-être un plus 25% par rapport à 2019. Là, on se stabilise vraiment sur ce pas de croissance et on continue à générer un peu de croissance. Mais c'est vrai, et vous le soulignez, en termes de prise de commande, voilà, la dérivée seconde, elle est moins forte et on a une stabilisation de cette croissance. Avec également, alors on se projette sur le trimestre prochain et vous l'avez, d'ailleurs c'est vous-même qui le dites, le quatrième trimestre devrait être un tout petit peu moins fort. Ça aussi, c'est quelque chose vous avez anticipé aujourd'hui ? Alors, on est super prudent parce que le quatrième trimestre de 2021, il a été extraordinaire. On a, notamment en France et en Europe, on a toujours un peu de saisonnalité, elle tend à se réduire, mais les achats de mobilier, ils se font surtout sur octobre, novembre, janvier, mars. Voilà, c'est nos mois historiquement les plus forts. Et donc, le mois de novembre, c'est un mois extraordinairement fort. C'est un mois promotionnel aussi, enfin pas l'ensemble du mois, mais ça dure une quinzaine de jours. Séquences de promotion. Ça commence en France aujourd'hui, c'est les jours exceptionnels. Et donc, on a fait des chiffres extraordinaires l'année dernière. Et donc, voilà, le pas à franchir, il est très important. Donc, on espère. En octobre, là aussi, on se disait... Ça va être très compliqué de faire aussi bien que l'année dernière. A priori, on fait aussi bien que l'année dernière, voire un peu mieux. Donc, c'est un excès de prudence. Donc voilà, donc on reste prudent parce que voilà, le mur à franchir, il est très haut.
Bon, et effectivement, le mur à franchir est très haut. Le contexte macroéconomique est aussi assez particulier, peut-être bien plus difficile que l'année dernière à la même période. Comment est-ce que vous regardez, vous gérez au quotidien cette question de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat? Alors, déjà, je pense que le fait d'être présent dans 55 pays, le fait d'être très fort aujourd'hui en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada, d'être aussi très fort dans le reste de l'Europe, ça nous permet d'amortir les variations conjoncturelles. Alors, on reste très bon en France, on reste bon aux États-Unis, au Canada, on reste bon dans la plupart de l'Europe. C'est un peu plus compliqué, par exemple, en Allemagne cette année. Là, la rentrée en Allemagne, elle est un peu compliquée. Par contre, le UK, qui était très touché dans les années 2019, 20, 21 par le Brexit, par l'interdiction de voyager des étrangers, il a une croissance à 2 chiffres extraordinaires. Donc, il y a cet effet-là qui nous favorise. Et puis, bien entendu, on touche des clientèles qui sont moins touchées chez Roche-Beaubois par les questions de pouvoir d'achat. Et donc, voilà, nos clients restent... La maison, ça reste quelque chose d'important. Ça, c'est probablement une conséquence post-Covid qui dure dans le temps. Et nos clients Roche-Beaubois se pose peut-être un peu moins de questions que la moyenne des Français. En revanche, quand on a 6% d'inflation en France, 10% en zone euro, est-ce que, alors pour le marché français, mais peut-être ailleurs, est-ce que quand même on se pose la question ou de l'augmentation des prix, ou de la recherche d'économie, ou de renier un petit peu sur ses marges, mais j'imagine que ce n'est pas une option. Comment est-ce qu'on regarde ça aujourd'hui? Vous avez augmenté un petit peu vos prix déjà? Ouais. On a entre la mi-2021 et je dirais l'été 2022, aujourd'hui ça se stabilise clairement. On a eu beaucoup de pression de la part de nos fournisseurs. Pour mémoire, on n'est pas fabricant. On fabrique entièrement en Europe, essentiellement en Italie, au Portugal, en France. Et on a eu de la pression liée à l'augmentation des matières premières. Donc on a une augmentation moyenne qui est de l'ordre de 10-12% entre début 2021 et aujourd'hui. Par contre, on voit une stabilisation aujourd'hui des matières premières. Donc on arrive à maintenir nos prix. Mais oui, nous aussi, on a été obligés de répercuter une partie d'inflation. Le coût de l'énergie, ça représente quoi chez vous? Est-ce que vous êtes très exposé aujourd'hui? Non, c'est rien du tout. C'est quelques points en direct. L'énergie, c'est l'électricité dans nos magasins. Donc on a 128 magasins en propre. Quelques sujets logistiques? Pas directement, encore une fois, c'est des négociations qu'on peut avoir avec nos fournisseurs. Il y a quelques fournisseurs, notamment qui font des meubles en verre, en céramique, qui sont exposés assez fortement à l'énergie. Donc là-dessus, on pourrait avoir un nouveau risque sur une partie de la gamme sur les prix, mais aujourd'hui, on arrive à maintenir les choses. Bon, un petit mot sur les zones géographiques, par exemple, parce qu'il y a des endroits où ça marche bien, il y a des endroits où ça marche très bien, en l'occurrence. Le Royaume-Uni, j'en regardais, plus 45%, les États-Unis, le Canada, plus 37%. Alors, vous nous l'avez dit, effectivement, les États-Unis sont devenus le premier marché pour Roche-Beaubois. 34% de nos ventes. Pourquoi ça marche et est-ce qu'il y a encore des relais de croissance sur ces zones géographiques? Clairement. Alors, pourquoi ça marche? Je pense que la marque... on est présent depuis 1974 aux États-Unis, 1974, donc implantation très forte et historique, mais on a aussi cette hausse des volumes qui nous a permis de faire aussi beaucoup plus de publicité. On a augmenté au niveau global et avec une forte proportion aux États-Unis, on a augmenté quasiment de 50% notre pub centrale. Parce que, contrairement aux autres, on n'a pas baissé déjà pendant la période Covid, et puis nos volumes nous permettent là aussi d'investir davantage. Donc, c'est une des raisons du succès. Vous vendez le French Art de Vivre aussi, ce qu'on voit avec le manège très franco-français, c'est ce que vous vendez aussi aux États-Unis? Bien sûr, c'est le French Art de Vivre. Il n'y a que 2 marques européennes dans le top 100 des vendeurs de meubles. Il y a 2 marques de meubles, dans le top 100 aux États-Unis. C'est Ikea et nous, et on a gagné 14 places dans le top 100 en un an. Donc on est vraiment crédible. Et en termes de relais de développement, oui, évidemment. On est quasiment aujourd'hui en propre. On est en train de racheter 3 franchisés qui sont au Texas et en Géorgie. Donc on va être quasiment en totalité en propre aux États-Unis à 2 magasins près. Ça, c'est votre objectif d'être en propre aux États-Unis? C'est notre objectif d'être en propre sur les meilleurs territoires, sur ceux qui font du volume, sur ceux qui sont les plus rentables. La franchise, on veut la réserver à des villes plus petites. Villes complémentaires où on ne serait pas très bon en propre parce qu'il faut être dans un tissu local, parce qu'il n'y a pas une taille critique, et puis à des territoires de conquête.
Aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est plus un territoire de conquête, c'est un territoire très solide pour nous. Et qui booste l'activité. Un petit mot sur l'Europe et sur le reste des zones géographiques. Aujourd'hui, le reste de l'Europe, alors au-delà de la France, ça fait à peu près 18 millions d'euros sur ce trimestre, notamment l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. C'est quoi la cartographie aujourd'hui que vous avez de l'Europe et notamment, parce que alors, les États-Unis c'est le cas aussi, mais particulièrement très sensible au contexte macro. C'est quoi la stratégie justement? Alors l'Europe, c'est quasiment un tiers également de nos ventes, en cumulé, Europe hors France. Donc c'est devenu là aussi en quelques années un territoire extrêmement important pour nous. On a une stratégie de montée en gamme dans tous les pays. Typiquement, on avait un réseau italien essentiellement franchisé, on était nous en propre à Bologne. On a regardé nos territoires, on a racheté le territoire de Milan aux franchisés, on a racheté Turin, on est en train de travailler sur Rome, on vient d'ouvrir un flagship à Milan, capitale du design, au mois de juin, 1600 mètres carrés en plein centre du design. Donc là, on a un succès extraordinaire. C'est la recette américaine appliquée à certains pays à redévelopper. C'est ça, c'est une stratégie d'être premium, d'être luxe vraiment partout. Oui. Pareil, à Barcelone et Madrid, on était présents depuis des années, mais dans des rues qui n'étaient pas absolument extraordinaires. On est depuis un an à côté de l'Avenida Diagonal à Barcelone, on est à Avenida Velázquez à Madrid, on fait plus de 50%. Donc cette stratégie-là, elle accompagne aussi la montée en gamme de la marque et puis notre capacité à investir un peu plus et à être vraiment partout premium, voire luxe. Un petit mot sur la bourse. On est sur un cours environ à 33 €, sans être au centime précis à l'heure actuelle, mais environ 33 €, introduit autour des 15 € en 2018, donc belle progression, mais on n'est pas à des plus hauts. L'année dernière, quand on s'était parlé à la même époque, on était autour des 40-41 €. Pourquoi, alors que les résultats sont bons, on perd 7 € par action? Écoutez, j'aimerais bien le savoir. C'est la question que je vous pose. Vous allez peut-être pouvoir me répondre. C'est aussi la question que se posent certains des téléspectateurs, j'espère. Mais voilà, le mécanisme de marché fait que si on regarde nos fondamentaux en EBITDA et en trésorerie, si on raisonne de façon très simple, à l'introduction en bourse et aujourd'hui, en EBITDA, on a dû faire quasiment x3. On était autour de dette net zéro, cash zéro au moment de l'introduction en bourse. Aujourd'hui, on est à plus de 70 millions de cash net. Donc, si on regarde les fondamentaux, on devrait être bien au-delà de 40. Aujourd'hui, il y a un effet d'offre et de demande avec des marchés actions qui sont un petit peu moins dynamiques. On perd quand même 7 € sur un an. Ouais, je sais. Depuis, clairement, mais nos fondamentaux, eux, on a fait plus 50% de rentabilité. On a notre rentabilité du premier semestre, en rentabilité au niveau du résultat net, elle est équivalente à 2019 plus 2020, en un semestre. Donc voilà, quelque part, l'action aura dû monter davantage. Donc vous avez le sentiment d'être un peu sous-coté pour l'instant. Oui, et je pense que la principale question, c'est que notre flottant, il est relativement petit, et dans un marché où la demande est un peu plus compliquée sur les marchés actions, on est peut-être un petit peu moins regardé pour des questions de liquidité. Mais je reste convaincu que là aussi, il faut finalement, sur une action qui est avec un petit flottant, il faut aussi moins d'entrants pour que l'effet à la hausse soit très fort. Donc, peut-être qu'effectivement, quand les marchés actions vont repartir un petit peu davantage, est-ce qu'il semble arriver? C'est un sujet pour vous quand même. Sachez que vous regardez aujourd'hui, comment est-ce qu'on y retourne? Qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs justement? Aujourd'hui, ce qu'on dit aux investisseurs, encore une fois, on dit nos fondamentaux en termes de résultats, en termes de cash, ils sont assez extraordinaires. Et puis, on essaye aussi, on fait un dividende exceptionnel, un acompte sur dividende. On a versé 1 € au titre de 2021 au milieu de cette année. Là, début décembre, on va reverser 1 € supplémentaire pour être aussi une action qui, en dehors du cours et en dehors de la question de la liquidité, est capable de rapporter significativement en dividende. Et avec 2 € par action dans l'année 2022, je pense que là aussi, on devient particulièrement bien placé. Et un petit mot sur vos objectifs justement avec la bourse, parce que il y avait un sujet effectivement il y a quelques temps, notamment d'effacer le maximum entre guillemets les fonds qui étaient
au capital du groupe aujourd'hui au profit de la bourse? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est toujours la stratégie? C'est quoi la place de la bourse aujourd'hui dans le capital de Roche Beaubois? Alors aujourd'hui, la place de la bourse, c'est autour de 11%. Ça reste effectivement très limité. On a effectivement le fonds d'investissement Tamburi Investment Partner, un fonds italien. Fonds italien, coté à Milan, qui est avec nous depuis 2013, qui effectivement, au moment de l'IPO, a relativement peu vendu, qui avait peut-être des intentions de vendre à terme dans le cadre de la liquidité apportée par l'IPO. Aujourd'hui, il est aussi très confiant dans la montée de valeur de l'action et donc il n'a pas envie de vendre maintenant. Donc aujourd'hui, clairement, il y aura sûrement un jour prochain des mouvements de liquidité à très court terme. A priori, il n'y en a pas, puisque Tamburi veut continuer à profiter de notre croissance, de la premiumisation de la marque et de l'augmentation de la rentabilité pour, a priori, une action qui devra encore se valoriser. 3 petites questions dans les 2 minutes qui nous restent. La première, stratégie retail en France. Comment est-ce qu'on continue d'ouvrir? Est-ce que c'est du centre-ville, des zones commerciales? Comment est-ce que vous regardez ça aujourd'hui? Alors, on est extrêmement bien maillé, 78 magasins en France pour Roche Beaubois, donc c'est à la marge. On fait là aussi quelques ajustements. On est selon les villes présents en zone commerciale ou en centre-ville. On tend à être en centre-ville dans les grandes villes où là il y a vraiment un potentiel, à Paris, à Lyon, à Marseille. On va ouvrir là aussi, en tout cas on y travaille, on est en cours d'autorisation, donc voilà, à Nice, place Masséna, donc en plein centre de Nice, emplacement extrêmement premium. Donc il y a la recherche du bel emplacement. Il y a la recherche du bel emplacement, ça a toujours été le cas, mais c'est peut-être encore plus le cas aujourd'hui, parce qu'on a cette capacité à investir et on a ce positionnement de marque qu'on veut continuer à pousser vers le haut. Deuxième question très rapide, un mot sur Cuir Center. Ça va un petit peu moins bien, on peut le dire comme ça, en termes de résultats. Est-ce que c'est une source d'inquiétude chez vous? Est-ce que vous avez identifié les causes, la concurrence, le pouvoir d'achat, le contexte macro plus sensible peut-être? Alors en termes de résultats de contribution à l'EBITDA, on reste très bon. Hein. C'est en termes effectivement de chiffres et de croissance de chiffres. Croissance des ventes. Alors Cuir Center a fait aussi 20% de croissance l'année dernière, donc ça a marché très très bien. Là effectivement on est autour d'un -10 en cumul, donc c'est pas catastrophique, mais c'est moins bon que la marque Roche Beaubois. C'est clairement des clients qui sont davantage touchés par l'inflation, par le pouvoir d'achat, qui sont peut-être une clientèle aussi plus prudente, parce que c'est une marque moyenne gamme, panier moyen autour de 2 000 €. C'est une marque à la fois qui fait des produits de qualité, mais qui a un positionnement moyenne gamme. Donc notre stratégie aujourd'hui, c'est de continuer là aussi à être très présent dans les médias, à investir en publicité significativement pour Cuir Center, ce qui est un driver très important dans cette activité-là. Et puis l'autre chose, on travaille aussi avec nos fournisseurs sur les prix pour être extrêmement compétitif et par des ajustements, aujourd'hui chez Cuir Center on fait de plus en plus de tissus, c'est plus de 40% des ventes et on arrive là aussi à avoir sur les nouvelles collections, tout en maintenant nos exigences de qualité, des prix qui sont mieux placés et donc qui peuvent accompagner la question de l'inflation sur la clientèle Cuir Center. Et vraiment en 10 secondes, j'ai lu que le groupe réfléchissait à une offre de seconde main, notamment une remise en état aussi de certains noms immobiliers. Ça y est, là vous prenez aussi le virage un petit peu du développement durable? Alors il y a plein de choses en matière de développement durable. Aujourd'hui on travaille énormément sur l'éco-conception, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer de faire très vite. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur l'éco-conception, on réfléchit effectivement aussi à l'économie circulaire. On a lancé des collections avec du bois recyclé, avec des matières type polyester recyclé, etc. Mais parce qu'il y a une demande des consommateurs, il y a une demande de vos clients, même sur le haut de gamme aujourd'hui? Alors, il y a une demande, et puis surtout, on a envie d'être vertueux, et puis on anticipe que la demande va devenir très forte dans les années qui viennent. Bon, et on suivra ça, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Guillaume Demullier, président du directoire de Roche Beaubois dans Ecorama sur Boursorama.